retrouver dans une nouvelle édition de Lumière intérieure. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir une artiste, chanteuse, mais aussi écrivaine et comédienne qui a déjà évoqué sa propre lumière intérieure dans une de ses chansons les plus connues. Vous allez reconnaître. Voilà, on l'a reconnu, tout ce qui nous sépare et tout ce qui nous rapproche de vous. Gilles Caplan, ravi de vous recevoir, vous êtes notre invitée, alias Valentine Guylaine Vial. C'est ça. Pseudonyme Gilles Caplan, pourquoi? C'est vrai que vous l'expliquez dans le livre dont on va parler tout à l'heure. Ça vient de Hitchcock, de La mort aux trousses, c'est ça? Caplan, oui, c'est l'espion qui n'existe pas, Georges Caplan. L'agent double en plus. En fait, c'est un espion qui n'existe pas du tout, qui a été créé par les Américains pour susciter un intérêt des Russes. Et Cary Grant a le malheur de se lever au moment où le nom fictif est dit dans le hall de l'hôtel. Il se lève et pas de peau. Les Russes pensent que c'est lui, le Georges Caplan, qui n'existe pas. Donc, après, c'est totalement rocambolesque. Et pourquoi ce choix-là à l'époque? Parce que ça fait des années que vous le portez. Ah oui, ça pseudo. fait... je sais plus, quasiment 35 ans, quoi. 35 ans. Ouais, enfin, c'est fou, quoi. Même moi, quand je dis ça, ça me... Bref. C'est vrai que c'est original. En plus, Gilles, un prénom androgyne. Gilles, c'est un prénom court. Je voulais un prénom court. Moi, j'ai beaucoup rêvé quand j'étais gamine. J'étais fille unique. Et la légende des acteurs, des actrices, des écrivains... il y avait Émile Ajar aussi, qui était différent de Romain Gary. Enfin, toutes ces doubles personnalités. Marilyn Monroe, qui était Norma Jean. Enfin, j'adorais, quoi. C'était vraiment quelque chose que je voulais vivre un jour. Voilà. Donc, j'ai des vécus formidables. Vous le vivez toujours? Je le vis toujours. Bon, bah, Gilles... Ça crée aussi une double personnalité? Non, pas du... non. Je pense pas. Non, ça crée un petit mur quand il s'agit de Gilles Caplan, parce que c'est du travail. Enfin, c'est autre chose que Valentine, qui est plus intime et plus sentimentale pour moi. On a entendu Tout ce qui nous sépare, comme je le disais, c'est l'un de vos titres phares de votre album La charmeuse de serpent. C'était dans les années 90? Ouais, 91. 91 exactement, 92. Composé par G. Alansky, qui vous a valu d'ailleurs le Victoire de la musique en 92. C'est ça. Cette chanson-là, Meilleur espoir féminin. Désormais, il y a une autre histoire qui s'écrit avec ce 10e album dont vous nous parlez, que vous nous présentez aujourd'hui, qui s'appelle Sur les cendres dansées. C'est un titre fort. 12 titres, 12 chansons composent cet album, avec des sonorités rock, parfois un peu style The Cure, c'est ce que je pense sur ces... On en parle, on écoute Animal, Animal. C'est tellement banal de se sentir mal dans ses sabots. Lisser son pelage et cacher son âge vers le cabot. Oh, oh, oh. Au ras des pâquerettes, aller faire la fête, boire au ruisseau. S'endormir en troupeau sur la paille en berceau, sur le ventre ou sur le dos. Voilà, on vient d'entendre Animal, Animal. Ça vous choque, ça vous plaît quand je dis que ça ressemble un peu à The Cure? Mais ça m'honore. Ah. Ça m'honore, oui, parce que les Cure a été mon groupe phare, fétiche. J'ai été tellement fan de The Cure quand j'étais jeune. C'était mon premier concert à l'Olympia quand même, j'avais 15 ans et demi. Donc évidemment, c'est toujours une influence. Cet album-là, spécifiquement, en plus... Et cette chanson-là, on entend les rythmiques. Voilà. Ah oui, c'est vraiment la rythmique de A Forest, complètement. de cette batterie. Après, le reste du morceau n'a rien à voir, mais c'est une influence totalement rock new wave, quoi. Revendiquée, en plus, que j'adore. Ça, c'est sur la forme. Sur le fond, Animal, Animal, vous évoquez quand même la vie d'un chien, une vie de chien. Et les animaux, vous adorez les animaux. Alors, expliquez-nous un peu la genèse de ce titre-là, et peut-être les autres aussi. Animal, Animal, en fait, c'est qui sont les animaux? C'est-à-dire, c'est pas forcément les animaux. C'est aussi les êtres humains qui se comportent vraiment comme des animaux parfois. D'ailleurs, je le dis au ras des pâquerettes, aller faire la fête, boire au ruisseau. J'ai vécu dans un quartier un peu de la soif à un moment donné et je voyais vraiment des personnes littéralement
dans le caniveau, quoi, qui tellement ils étaient ivres, et ça me fait toujours un peu de tristesse de voir ça, en fait. C'est, je sais pas comment expliquer. Bien sûr qu'on a le droit de faire la fête, et bien sûr qu'on a il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste, à un moment donné, ou même des gens enfin, toute cette violence, ce qu'on a vu encore avec ces gamins, enfin, c'est épouvantable, si vous voulez. Pour moi, il y a quelque chose qui est de l'ordre, pas de l'animal, enfin, du mauvais animal. C'est ma misanthropie à moi. Il y a donc des bons animaux et des moins bons animaux aussi. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de bons et de mauvais animaux. Je dirais plutôt que l'être humain peut se transformer en un mauvais animal. Un mauvais animal, voilà. Comme dans La ferme des animaux de George Orwell. Par exemple. Que vous avez sans doute lu, parce que ça, on l'apprend aussi dans votre livre. La littérature vous a beaucoup accompagné. Restons un petit peu sur l'album quand même. Il y a plusieurs titres, donc il y a un hommage à Marilyn, il y a 2 titres de chansons qui sont diamétralement opposés, c'est Feu d'un côté et Bleu existentiel, 2 couleurs, 2 tonalités, qui répondent d'ailleurs au sous-titre de votre récit, de votre premier livre que vous publiez, qui s'appelle Le feu aux joues, et qui est, le sous-titre c'est effectivement le rock et le spleen. Je trouve qu'il y a un comparatif là à trouver. Est-ce que c'est le cas ou pas entre feu et blues et rock et spleen? Ça me permet de faire le lien vers le livre. Ou dans vos chansons, il y a aussi un peu de ça. Vous êtes le feu et la glace, le feu et le blues. Le blues, le spleen, oui, de toute façon, c'est quelque chose qui ne me quitte pas. C'est presque constitutif, mais j'ai envie de dire, à partir du moment où on est en vie, où on est au monde, comment ne pas être mélancolique? Enfin, je parle pour moi, hein, et je parle pour certaines personnes, le fait d'être en vie vous rend mélancolique. Parce que la mort, parce que l'existence, parce que la difficulté, parce que la difficulté de trouver sa place, difficulté d'aimer comme on le voudrait, d'être aimé aussi peut-être comme on le voudrait aussi. Enfin, il y a beaucoup de heurts finalement dans une existence. Et puis, on est parfois aussi ému, profondément ému, par la nature. Par la destruction de la nature. Je pense que le grand blues en ce moment du climat, la solastalgie, pour prendre un mot un peu savant, c'est complètement terrible, quoi. C'est vraiment quelque chose, moi, que je ressens, par exemple. Quand je vois le thermomètre augmenter, je me dis, oh non, putain, ça va être un été horrible, on va être en enfer. Il y a quelque chose comme ça, de l'ordre d'une disparition, d'une perte intime de quelque chose qu'on a connu, d'un climat frais, adapté, beau, et de voir comment les choses se transforment. Moi, ça m'atteint. Voilà. Pourquoi ce titre aussi, Sur les cendres, danser, c'est quand même un titre fort. C'est vous qui l'avez choisi? Oui, bien sûr. Ouais. C'est dans une chanson. Tu voudrais tout éteindre, sur les cendres danser, tu voudrais tout étreindre, quitte à mourir brûlé. Donc oui. Ça fait penser au climat aussi? Non, alors c'est pas du tout ça, là c'est plutôt sur le feu passionnel de l'amour, ou de la passion charnelle, quoi, on peut dire même. Non, sur les cendres danser, c'est à la fois, ça dit tout ce qu'on perd, tout ce qui est disparu, encore une fois, mais avec quand même l'attitude d'aller danser et de relever le menton et de sortir la tête, vous voyez, de retrouver une joie, une fierté, un appel de la vie, quoi. Voilà. Danser sur les cendres ou sur un volcan. C'est ça. Et c'est Marie-Agnès Gillot qui dit le feu. Toujours le feu. Ouais, le feu. Ouais. Le feu qu'on retrouve sur vos joues, le feu aux joues. C'est vrai, il y a beaucoup de feu quand même. Il y a beaucoup de feu, c'est pour ça, dans votre vie, il y a beaucoup de feu. Ouais. Pas assez. Beaucoup de feu. Pas assez, à votre goût. Non, il y en a beaucoup de passion. Il y en a. Non, il y en a toujours. Il y en a toujours. Mais ça se transforme. Le feu, c'est le rock aussi dont on parlait. C'est le rock, c'est... oui, c'est la liberté aussi.
c'est un tempérament qui se veut déployé, en tout cas. Déployé dans ce livre, donc chez Robert Laffont, composé en 23 chapitres. Alors, ce qui est original, c'est que chaque chapitre est le titre d'une chanson que vous avez traduite d'ailleurs de vos chanteurs préférés, Qui ont marqué une partie de... votre jeunesse, votre vie. Donc, il y a les titres de Bowie, Beach Boys, Ferrat, Tim Buckley, Nick Cave, Springsteen. Il y a même Bach et Bizet. Et Chopin. Et Chopin, je crois qu'il y en a quelques-uns qu'on a oubliés, mais enfin, il y en a 23. Comment vous avez fait cette sélection et comment vous avez mis tout cela en musique, c'est le cas de le dire, en écriture, parce que c'est la première fois que vous publiez un roman. Ouais. D'abord, c'était une commande, c'est une éditrice qui m'a suggéré ça, qui m'a dit, mais ce serait bien si, toi qui aimes tant la musique, que tu racontes la musique qui t'a marqué, qui t'a... Je trouvais que c'était une super idée. En tout cas, c'était un excellent point de départ. Et elle était maligne parce que, du coup, je déroule le fil, évidemment, de ma famille, de ma vie, Et là, on se met à regarder sa propre vie et la manière dont on grandit, la manière dont les choses s'organisent comme un Lego, finalement, comme un petit personnage hors de soi. C'est-à-dire que je lui disais, elle, à cette petite fille, alors elle aime bien ci, elle aime bien ça, elle va faire ci, elle va faire ça. Ah oui, puis là, elle va rencontrer machin. Et il faut prendre ce recul, en fait, pour parler de soi, parce que d'abord, on est plus libre d'une certaine manière, et c'est là aussi que la fiction peut commencer. Parce que même si on écrit sur soi, on fait quand même œuvre de fiction. À partir du moment où on raconte quelque chose qui est advenu, ce n'est plus la réalité, et c'est de la fiction. Même si vous employez le jeu. Ah oui, bien sûr. Mais c'est un jeu, c'est ni tout à fait... Ni tout à fait vous, oui, mais quand même un peu. Mais quand même beaucoup, voilà. C'est comme l'anecdote où mon père, je pense que mon père a volé le livre à la FNAC. Le gros livre de Georges Brassens, qui coûte 1000 francs, quoi. Ouais. Et qu'il en rêve, et qui va tourner pendant des week-ends autour, et qu'on n'a pas d'argent pour s'acheter ce livre. Et il rentre à la maison un samedi... Et ma mère lui dit « Mais enfin, Jacques, mais on n'a pas d'argent !» Et mon père lui dit « Mais non, je l'ai volé, puisque je te dis que j'ai volé !» Et ma mère lui répond « Ah, bah si tu l'as volé, alors ça va !» Et quand je raconte ça à mon père, je lui dis « Je te préviens, je vais raconter cette anecdote dans mon livre. » Il me dit « Mais j'ai jamais volé ce livre. » Vous racontez très bien jamais. Cette anecdote. Ouais. Donc, qui a raison, qui a tort? Est-ce que c'est moi qui l'ai rêvé? Est-ce que ça a vraiment existé? Est-ce qu'il l'a volé? Est-ce qu'il l'a pas volé? Enfin, c'est ce que vous avez entendu, intégré et imaginé? Ce que j'ai fantasmé peut-être, ou peut-être que lui, dans le déni, et qu'il l'a vraiment fait. Allez savoir. Gilles Caplan, je vous propose de passer à la deuxième partie de cette émission. Et on va continuer à dérouler, comme vous le disiez, explorer un peu votre vie et votre livre. C'est la partie dans laquelle je m'éclipse, je disparais, et je vous propose 4 mots. Oula! Voilà, qui devraient résonner avec votre récit et votre vie. À tout de suite. C'est pire que le psy, ça. Vous verrez. D'accord. Ça va, Gilles? Ça va, tout va bien. Depuis tout à l'heure? Bah ouais. Alors, je vous ai parlé de mots qui pouvaient résonner avec votre histoire. Regardez celui-ci. Paquita. Oh, Paquita. C'était la guitare de mon père. Il l'appelait Paquita. Il avait gagné un concours de poésie, je crois. Et voilà. Et il avait 15 ans, je crois. Et c'était vraiment sa guitare, c'est sacré, parce que sa guitare, c'est ça qui le reliait à Georges Brassens, à la musique, au monde intellectuel, grâce auquel il a pu s'élever un peu de... Voilà, parce qu'il a commencé l'apprentissage assez jeune, il avait 14 ans. Donc votre papa, Jacques, qui était sérigraphe, et qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps. Oui, il est mort le 10 janvier 2023. Donc il n'y a pas longtemps. Voilà. Il faut que je développe. Non, je respecte votre pudeur. Non, mais c'est voilà, en tant qu'enfant unique, perdre son... Ouais, enfant unique, voilà. On perd qu'une fois son père, en fait. Hein, et puis,
après, sa mère, évidemment. Bon, on perd qu'une fois ses parents. Bon. Donc, c'est assez expérimental, en fait, comme traversée, j'ai envie de dire. On est seul, quoi. On est seul. Faut pas avoir de regrets, quoi. Voilà. J'ai compris souvent les gens qui me disaient passe du temps avec lui ou avec elle, enfin selon la personne qui est en train de mourir, quoi. Mais passe du temps avec lui, tu verras, c'est important et tout. Et je dis oui, mais tout a été dit, tout est au clair avec mon père. Et en fait, on s'aperçoit au moment où il meurt que heureusement, oui, qu'on a été là. Heureusement qu'on a pu le prendre dans ses bras, lui faire un câlin, l'accompagner dans les derniers jours, quoi. C'est vachement important. C'est hyper important, en fait. Et je n'en avais pas conscience avant de le vivre. En fait, on comprend vraiment les choses quand on les vit. Avant, c'est théorique. C'est pour ça que le ressenti est si important, en fait. Parce que sinon, on croit qu'on sait, mais en fait, on ne sait pas. C'est comme... ouais. Enfin, voilà, quoi. Mais c'est amusant parce que mon père était vraiment hyper athée, quoi. Il ne supportait pas la religion. Moi-même, je ne suis pas baptisée, tout ça. Et à la fin de sa vie... non, mais il n'y a rien, il n'y a rien. De toute façon, on finit en terre, bouffé par les vers, et puis c'est tout. Et à la fin de sa vie, il me disait quand même, et s'il y avait quelque chose, quoi. Et ça, c'est toujours, ça travaille, quoi. Ça travaille. Et je comprends que ça travaille, en fait. C'est même la question, à partir du moment où on est en vie, on n'a pas envie que ça s'arrête vraiment. On aimerait que quelque chose subsiste. Bien sûr, on aimerait. Mais voilà, c'est après, comment avoir une conviction avant de passer par là, quoi. Ou alors, il faut avoir une expérience, peut-être, ou c'est très, très personnel, en fait. Bref, et je lui avais dit, en tout cas, s'il y a quelque chose, l'idée, c'est que tu débrouille-toi pour me le faire savoir. Fais-moi un truc, un signe, un machin. Et... quelques jours après son décès, c'est vraiment incroyable ça. J'avais mon téléphone qui était éteint, posé. J'étais chez des amis à la campagne. Et donc éteint, écran en veille. Je vais dans la salle de bain qui était attenante à ma chambre, je me lavais les dents. Et à un moment donné, j'entends de la musique qui se met, il est 1h du matin, hein. J'entends de la musique qui se joue. Et je me demande ce que c'est, ça venait de ma chambre, et c'était mon téléphone, voilà, mon application musique qui s'était mise en marche toute seule et qui jouait un morceau, quoi, de musique. Et j'ai fait non, papa, quand même. C'était génial, quoi. Et je suis absolument certaine. C'est pas possible, enfin, je veux dire. C'est fou, quoi. C'est étonnant. Et quand on parle de ça, en fait, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui ont vécu aussi des choses assez similaires. Par exemple, j'ai un ami qui était perdu en Ardèche, sa mère venait de mourir, et le GPS, à un moment donné, s'est arrêté, et sur le téléphone, il y avait marqué « Appelle maman ». C'est quand même extraordinaire, quoi. Des choses incroyables. Ouais. Quelle était la musique qui vous avait envoyé? Alors c'était la musique, c'était pas dans aucune de mes playlists, c'était pas du tout, c'était de la musique électro. Alors mon père en plus qui n'aime pas du tout la musique électro, ça m'étonnait, quoi. Je me dis papa, t'aurais pu mieux choisir quand même. Mais le texte en fait était assez beau parce que ça parlait de quelqu'un qui partait et qui disait je vois tes larmes couler, quoi. Mais je suis là, je t'ai quitté, mais je vois tes larmes couler, quoi. Voilà. Un message de l'au-delà. Ouais. Peut-être. Vous parliez des regrets. Pas de regrets avec votre papa? Oh bah, si, enfin, on a toujours... Enfin, comment ne pas avoir de regrets? Si, on en a, mais c'est
Si, on en a, mais c'est plus avant, quand on est petit. J'ai pas fait assez de choses, par exemple, avec mon père. Donc ça, c'est un regret que j'ai. Mais ça, même adulte, je l'avais, ce regret. Hein. Mais non, je préfère... non, j'ai pas trop de regrets. Le mot, c'est Paquita, donc le nom donné par votre père à sa guitare. C'est vrai que la musique a quand même beaucoup influé votre vie, a traversé votre vie. C'était aussi le cas de votre grand-mère, Sibonne, une musicienne, choriste, qui chantait Carmen. C'est d'ailleurs l'un des titres aussi. L'amour est un oiseau rebelle. Ouais. L'un des chapitres de votre livre. Une grand-mère qui a marqué. Bah oui, parce que ma grand-mère, elle était chanteuse lyrique. Elle avait l'oreille absolue. Elle jouait super bien du piano. C'est mon premier lien, en fait, avec la musique. Mais avec la musique, non pas qui s'écoute, mais la musique qui se joue. La musique qui est réelle, qui est tangible, en fait. Parce que après, il y a la musique qui passe à la radio, la musique qu'on achète, les disques qu'on écoute, tout ça. Elle, c'était... voilà, il y avait le piano, elle se mettait au piano. C'était tangible, quoi. C'était son métier. Elle vivait de ça. Enfin, elle avait vécu de ça, puisque... Après, elle était à la retraite. Hélas, je ne l'ai pas vue en activité. Mais elle avait toujours plein d'anecdotes dans l'avion avec le ténor Marius, Lorraine Matzel. Voilà, une fois qu'elle devait rencontrer Samson François, qui est un pianiste... génial, quoi. De l'époque, des années 50, tout ça, qui était hyper alcoolique. Et il n'est pas venu, donc elle l'avait attendu toute la soirée, ma mère aussi. Enfin, tout ça, ça reste comme une espèce de légende de la musique, une légende personnelle et familiale, quoi. Voilà, elle lisait la musique à toute vitesse, elle lisait comme moi je lis ça, quoi. C'était toute sa vie, quoi. Et elle voulait que je fasse de la musique, elle voulait que... Ah oui, parce que j'adorais du coup chanter Carmen, mais j'étais petite, hein, j'avais 7 ans. Je chantais comme ça, j'adorais aller chanter dans les toilettes de mes grands-parents, et ça résonnait. Alors, je pouvais m'en donner à cœur joie, là, et ça résonnait et tout. Et ma grand-mère disait, mais quand même, elle a une voix, cette petite, elle a une voix, il faudrait la mettre à... la maîtrise de l'RTF, qui est l'école de musique, quoi. Et puis j'habitais dans le 20e, la maîtrise c'était dans le 16e, donc ça me faisait quand même quasiment 2 heures de métro par jour, à 10 ans ou 11 ans, bref, ça ne s'est pas fait. Et je ne me rendais pas bien compte, mais après coup, je me suis dit quand même, c'est con. C'est dommage. C'est dommage. Il aurait fallu un peu forcer. Je ne sais pas s'il faut forcer vraiment les enfants. J'en sais rien. J'ai pas. Un jour, je pense que oui. Un jour, je pense que non. Je ne sais pas du tout. Il faut les inciter, quoi, plus que les forcer. C'est ce que vous avez fait avec votre propre fils ? Ouais, disons que lui, il y avait des instruments partout. Donc, à 13 ans, spontanément, il a commencé à jouer de la guitare. Il a appris tout seul. Mon fils, il aime bien faire les choses tout seul. Hein. Il aime bien selon sa volonté. Donc, j'ai voulu plusieurs fois l'inscrire à des cours de musique. Il ne voulait pas. Dans ces cas-là, on ne force pas, quoi. Mais la musique est revenue dans sa vie après, quoi. Enfin, elle est arrivée, il avait 13 ans, quoi. Et je me souviens d'une fois, je rentrais à la maison, il était debout sur la table basse, avec mon chien. À l'époque, j'avais un chien, un labrador. Et le labrador était assis, et mon fils sur la table basse avec un ampli, et il jouait à fond le solo d'Hotel California, quoi. Et il le jouait super bien, quoi. Il y avait le chien qui le regardait comme ça. C'était très drôle. Une histoire de transmission, de guitare. Oui, entre le grand-père et le petit-fils. Ça, je dirais que c'est de l'éducation silencieuse, en fait, quoi. Je pense que c'est ça qui est le plus important, en fait, quand on a un enfant. C'est le milieu dans lequel il évolue. Une maison où il n'y a aucun livre, aucun disque, où il n'y a pas de musique, où il n'y a pas de choses comme ça, ou d'humour, ou de... Je pense que ça va orienter
un enfant avec un tempérament un peu différent. Bon, rien n'est figé, hein, mais je pense que l'éducation silencieuse est hyper importante, en fait. C'est joliment dit, en tout cas. L'éducation silencieuse. Comme vous parlez d'enfance, je vous propose le deuxième mot qui fait penser à l'enfance, puisque c'est le mot innocent. Même si ce n'est pas un mot totalement innocent. Non, c'est pas... Je vous laisse développer. Les innocents, c'est mes amis. Je les ai rencontrés, j'étais en terminale, j'avais même pas 18... Non, j'avais 17 ans. Ils faisaient un concert à Rissorangis, dans un squat artistique. Voilà. Groupe de musique, rock, pop. Ouais, voilà, c'est ça. Et il y avait toute une scène à ce moment-là, dans les années 80, très indé, très underground. Il y avait encore les groupes punk, genre Oberkampf, Wunderbar, La Souris déglinguée, tout ça. Charles de Gaulle, enfin bon, c'était tout un groupe comme ça, assez rock. Et je tombe amoureuse du bassiste, qui tombe aussi amoureux de moi, coup de peau, hein, parce que... Et voilà, et c'est comme ça que j'ai rencontré les Innocents. Et quand ils ont fait leur premier single, je suis allée les voir en studio. Et il y avait Jay Alansky, avec qui j'ai travaillé, qui m'a proposé de chanter. Et ça, en fait, de les rencontrer, c'est un jeu de domino, quoi. C'est-à-dire que tout bascule, tout change. Voilà. Donc c'est amusant de voir à quel point une rencontre, un endroit, une situation peut changer radicalement le cours d'une vie, quoi. Si je ne les avais pas rencontrés, je ne sais même pas j'étais en fac de lettres. Non, même pas. Je passais mon bac, quoi. Donc oui, ça, c'est des rencontres fondatrices. Une rencontre pas innocente. Ouais. Et même avant, vous le citiez, il y a Jay Alansky qui a composé à peine 21. Oui, je l'ai rencontré en studio avec les Innocents. En fait, Jay, il était beaucoup plus... Il avait bien au moins 10 ans de plus que nous. Donc nous, on était dans notre vingtaine, enfin même pas, hein, moins que ça pour moi. Lui, il était déjà dans sa trentaine, vous voyez. Donc il y avait de l'expérience, il avait composé Banana Split. Donc c'était un tube énorme, donc il avait déjà une espèce de rayonnement de compositeur, de producteur, tout ça. C'était quelqu'un qui, à 13 ans, je crois, il a écrit sa première chanson. À 15 ans, il avait déjà un groupe. À 20 ans, il était déjà dingue de studio. C'est un vrai passionné de la musique, si vous voulez. C'est toute sa vie, quoi. C'est un super musicien, super mélodiste. Et donc, quelle chance aussi de tomber sur quelqu'un comme ça, quoi. Quelle chance de rencontrer pas une espèce de pauvre mec qui veut vous sauter et vous exploiter derrière, quoi. Bon, je pense que je l'aurais senti, ça n'aurait pas pu se faire, mais connaissant mon caractère, mais quand même, quoi. Donc ce type-là, il est talentueux, il est hyper cultivé. Ensemble, on parle de Georges Bataille, de Rainer Maria Rilke, de William Burroughs. Enfin, c'est énorme, quoi. C'est un vrai partenaire plus qu'un ami, quoi. C'est vraiment un partenaire de parcours de vie, de métier, de passion. J'apprends énormément, quoi. Et lui me pousse toujours à écrire, à faire des choses. Voilà, c'est quelqu'un qui a été très important dans ma vie, quoi. D'une certaine manière, il l'est toujours. Moi, je suis toujours en contact avec lui. Voilà, on se voit plus. C'est quelqu'un qui est toujours important, finalement. Le fait qu'il soit en vie, voilà, pour revenir au tout début avec mon père, par exemple, je me suis rendu compte que ce qui était le plus triste, c'était pas tellement de plus voir mon père, parce que c'était qu'il soit plus en vie, quoi. Qu'il soit plus dans le monde. Donc voilà, donc je me réjouis que des amis proches soient de ce monde.
Et votre père, vous pensez qu'il est où? Ah mais je ne sais pas. Je ne sais pas là. Mystère. Il y a une urne avec ses cendres, donc ces cendres sont là, mais évidemment les cendres ne sont pas mon père, quoi. Donc après, déjà il est dans mon cœur, enfin il est en moi, quoi, d'une certaine manière. Le souvenir que j'ai et ce qu'on a vécu, tout ça, c'est. Je crois qu'à un moment donné, les gens qui meurent, on les porte en nous, quoi. Tout dépend du degré de l'amour, en fait. C'est qu'une histoire d'amour. Plus on aime quelqu'un et plus il est en vous. Moins on l'aime et moins il est en vous, quoi. Donc, j'ai envie de dire que l'amour est la chose la plus importante, quoi. Troisième mot, Gilles Caplan, sans transition, comme dirait l'autre. Un mot que vous connaissez aussi, le mot imparfaite. Imparfaite. Ça fait référence à un album, le 9e, Ouais. écrit toute seule. Et puis ça peut faire référence à une vie qui a ses imperfections, ses hauts, ses bas. Enfin, je vous laisse broder. Bah, c'est tout à fait ça, hein, c'est imparfaite. C'est ça qui est tout le charme aussi, hein, j'ai envie de dire. La perfection, bon, on tombe rarement amoureux de... D'abord, est-ce la perfection n'existe plutôt pas, j'ai envie de dire, sauf peut-être dans les proportions d'une statue ou dans l'organisation de la nature. Par exemple, si on regarde un tournesol ou une pomme de pin, je crois que les tournesols ont exactement le même nombre et ils tournent tous dans le même sens, je crois, d'étamines. Pareil pour les pommes de pin. Enfin, c'est assez incroyable, quoi. Et tout est plus ou moins relié avec le nombre d'or. Enfin bon, je ne vais pas me lancer là-dedans parce que ce serait trop long. Mais en fait, la perfection, c'est une quête, évidemment. C'est de se perfectionner soi-même. D'essayer d'être au plus près de son essence et en même temps de l'augmenter, quoi. Donc toujours apprendre quelque chose de nouveau, je suis toujours assoiffée de connaissances, évidemment, de compréhension et évidemment plus je vieillis et plus je découvre ma très 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 grande ignorance, en fait, ce qui me rend beaucoup plus tolérante et beaucoup moins sûre de moi. J'affirme de moins en moins de choses en réalité, quoi. Parce que comment affirmer quelque chose? Quand même compliqué cette affaire. Donc voilà, donc l'imperfection, c'est nous. Mais l'imperfection ne veut pas dire bêtise. L'imperfection ne veut pas dire fainéantise, ça ne veut pas dire mollesse. C'est pas du tout, au contraire. L'imperfection, c'est une prise de conscience de comment on pourrait aller un peu plus loin et faire un petit peu mieux. Voilà. Donc des hauts et des bas, le chaud et le froid, c'est ça la vie. C'est ça, oui. Alors, moi, c'est ça pour moi. Avec des... Maintenant, il y a des gens qui préfèrent une certaine régularité, stabilité, tiédeur. Voilà, il y a des gens, la vie que j'ai, ça épouvanterait beaucoup de gens, en fait. Hein. Une vie rock'n'roll qui a démarré sur les chapeaux de roue avec 2 albums quand même qui ont été très vite classés, victoire de la musique, etc. Et puis peut-être une suite parfois un peu plus difficile. Ouais, alors vous avez employé le mot rock'n'roll. Je ne sais pas si j'ai une vie rock'n'roll. Pour moi, une vie rock'n'roll, c'est quand même une vie plus dangereuse que ça, quoi. Moi, je ne pense pas que j'ai une vie dangereuse. J'ai une vie... Certes, je retire, avec des hauts et des bas. Ouais, je reviens à ce que je disais plus classiquement au démarrage. Ouais, voilà. C'est ça, une vie qui a ses épreuves, comme toute vie. Bah oui, et puis voilà, exactement. De toute façon, on ne peut pas vivre sans ça. C'est impossible, quoi. Ou alors, je sais pas, même quelqu'un qui va travailler
dans un secteur de fonctionnariat où tout est bien organisé, il y aura toujours à un moment donné quelque chose qui va gripper le truc, quoi. Et c'est ça qui fait qu'on s'améliore, qu'on avance encore plus. Les épreuves construisent. L'expérience Oui, oui. permet Ouais, ouais. de mûrir, non? Oui, oui. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, etc., etc. Oui, c'est sûr. Mais bon, Vous avez eu des pas moments... trop souffrir, c'est bien aussi, quoi. Il y a eu des moments comme ça de grande souffrance, de solitude Bah oui, dans votre parcours? évidemment, bien sûr. Mais encore, moi, je m'estime... mais je suis solide, quoi. Enfin, je suis sensible, mais je suis pas fragile, par exemple. Bon. Donc, je reste debout, mais bien sûr, bah, évidemment qu'on a des épreuves, évidemment qu'on a des grands chagrins, des grands... voilà, quand une... enfin, voilà, il y a plein d'endroits. Le sol peut se dérober sous les pieds, hein, voilà. Mais c'est ce qui fait le charme de la vie, l'imperfection. Comme on disait, comme vous C'est ça disiez. qui fait l'expérience de la vie, l'aventure de la vie. Je crois qu'au début, vous parliez de charme. Maintenant, vous dites expérience. Alors, je parlais aventure. de charme. Alors, oui, mais ça, c'est... Ouais. Mais là, c'était pour l'imperfection. Quand on parle de douleur ou de chagrin, c'est pas très charmant, hein, quand même. Non, Voilà. je rebouclais sur l'imperfection, puisque Voilà. c'est notre troisième mot et avant-dernier mot. Oui. Allez, je vous soumets le tout dernier, Allons-y. avant qu'il ne fasse trop chaud. C'est le mot que vous avez employé aussi sous votre plume, le nom propre, Jésus. Jésus, petite référence à D'où Jésus, page 74 de La vie sauvage. Ah Oh là là, oui. Attendez, c'est les deux nanas Ouais, qui disent... c'est très court. Je pense Et à la fin, je pense à Jésus. Oui. Racontez-nous. Ah, mais Malheureusement, nous n'avons pas le incroyable. recueil à côté, mais vous vous souvenez de cette histoire. Il faut rappeler que vous avez écrit quand même 2 recueils de poèmes en prose, dont celui-ci, il y a Pour les oiseaux et Vie sauvage. Donc, Alors, pour les oiseaux, c'est une petite plaquette de 3 poèmes. et Édité Vie par... sauvage, c'est plus conséquent. Vie sauvage, c'est plus conséquent. Hein. Ouais. Et ça a peut-être servi aussi de trame à votre livre. Ah bah complètement. Ah ouais. Complètement. Il y a plein de choses qu'on retrouve. Ah bah bien sûr. Et je savais pas un jour que j'allais développer ça, mais en fait, c'est vraiment un recueil de poésie, mais de la poésie libre, de la poésie à la Bukowski, à la Beat Generation, quoi, très orale, très parlée. La Beat Generation, j'adore parce que ils s'emparaient de la littérature, ils la mâchaient, et ils lisaient debout, ils haranguaient les gens. Il y avait quelque chose de furieux, quoi. Dans leur approche de la poésie. Et pour moi, la poésie, c'est pas du tout... C'est comme le romantisme. Hein. C'est pas du tout gnangnan, ni rien. Non, pour moi, la poésie, il y a quelque chose de très, très puissant, comme le romantisme. C'est pas du tout... Cette génération-là, la Beat Generation que vous évoquez avec Jack Kerouac et William Burroughs, vous l'avez incarné aussi grâce à votre spectacle Sur la route. Ouais, exact. On avait fait un montage de textes de Kerouac, il y avait Bukowski. Bon, même si, on peut considérer qu'il faisait partie de ce mouvement-là. Henri Miller, génial, Henri Miller quand même. Et je lisais aussi un texte de Céline qui a quand même influencé toute la littérature de la Beat Generation, il faut le savoir, quoi. Kerouac, c'était son dieu, Céline. Ça tombe bien, vous parlez de Dieu, parce que le 4e mot, c'est Jésus, quand même. Gilles Caplan, nous sommes sur KTO. Jésus, mais bien sûr, évidemment. Là, on est parti sur la Beat Generation, mais on va essayer de se recentrer. Oui. Recentrons-nous. Donc, voilà. Sur Dieu et Jésus, qui vous ont accompagné durant votre enfance, avec un papa plutôt athée, vous l'avez dit. Complètement athée. Hein.
quel a été votre rapport à la religion, à Dieu, à Jésus? Alors, je préférerais parler de spiritualité plutôt que de Dieu. Voilà. Dieu, qu'est-ce que c'est Dieu, quoi? Alors, le dogme religieux, c'est vrai qu'avec toutes les religions, d'ailleurs, j'ai un petit peu de mal avec ça. Tout ce qui ordonne, en fait, et qui donne une ligne de conduite, j'ai un peu de mal parce que je suis assez, grande, intelligente pour me faire ma propre idée du bien, du mal. Et il n'y a pas que la religion qui donne des valeurs humanistes, j'ai envie de dire, humanistes et humanitaires. Voilà. Après, moi, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai l'impression que la perfection de la nature, peut-être que Dieu se trouve là-dedans. Voilà. J'ai envie de croire à ça. J'ai envie de croire en ça, en réalité. J'ai envie de croire que quand je cueille une rose ou quand je respire un brin de muguet et quand j'offre un bouquet de tournesol, la chose mathématique, tellement bien organisée et tellement parfaite pour le coup, se trouve là-dedans. Et peut-être que c'est l'essence de Dieu, quoi, en fait. C'est-à-dire cette essence quand même de fleurs qui poussent, quoi. De choses qui poussent, qui s'incarnent, qui vivent. Et après, on ne va pas rentrer dans la création, pourquoi, du comment, du truc. Après, bon, voilà, non, mais c'est très, dans l'astrophysique, par exemple, c'est très intéressant parce que dans le choc des planètes qui crée le Big Bang, en fait, ça libère énormément de matière et d'antimatière. Et c'est ça qui est très intéressant. Donc cette matière et cette antimatière qui est libérée se rencontrent, et quand l'antimatière et la matière se rencontrent, en fait, elles explosent, elles se dissolvent. Donc ça n'existe plus, il n'y a plus rien. Sauf que, à ce moment-là, dans ce choc de matière et d'antimatière qui fait le grand maelstrom finalement de l'univers, hein, grâce à ça, tout le système solaire va être créé, il y a un tout petit peu plus de matière qui reste, donc il manque un peu d'antimatière pour que ça disparaisse. Et c'est avec cette matière, cette petite microcosmique matière, la Terre est créée, et évidemment la vie est créée, etc. etc. Alors, et Dieu dans tout ça? Et Dieu dans tout ça. Je ne serais pas l'œuvre de Dieu. Mais pourquoi ça le serait? Pourquoi ce ne serait pas l'œuvre du hasard? Pourquoi le hasard ne serait pas Dieu? Pourquoi on peut se poser aussi cette question, quoi. Qu'est-ce que Dieu? Moi, je veux bien que ce soit Dieu qui fasse qu'il y a un peu plus d'antimatière. Mais c'est quoi? C'est la matière? C'est le fait qu'il n'y ait pas d'antimatière? C'est hasard et coïncidence que deux planètes se... Qu'est-ce que c'est? Imperfection ou perfection? Je ne sais pas. Voilà, moi je peux pas répondre à ces questions. D'abord parce que j'ai pas... Question très existentielle, très très profonde, Gilles Kaplan, que vous nous partagez. Oui. Vous êtes toujours en quête? Je suis toujours en questionnement. Dans le questionnement, il y a de la quête, bien sûr, mais il y a avant tout un questionnement. Voilà. Bien sûr que j'y pense. Je pense tous les jours à la mort, par exemple. Bon, mais ça, c'est depuis que je suis petite. La mort, c'est quand même... c'est ce qui nous inspire aussi, quand même. C'est une des grandes inspiratrices des artistes et des hommes et des femmes. C'est-à-dire que quand on est au volant d'une voiture de sport, ou même d'une voiture qui va vite, on va dire, on a peut-être inconsciemment tous, avec la vitesse et le danger, l'envie de rentrer dans un platane. C'est ça la mort, l'inspiration de la mort. Et c'est aussi ce qui fait qu'on n'y va pas. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on va avoir
après l'idée d'écrire une chanson, un livre, de peindre une peinture, c'est cette espèce d'instant fragile, quoi, en fait, qui est suspendu entre le néant et la vie. Cet interstice-là, quoi. Moi, je trouve ça intéressant. Très bien sûr. Vous pensez... Non, je suis Voilà, sérieuse. c'est très, très philosophique, là, ce Ah qu'on dit, oui, quand oui, même, mais hein. très, très, très profond. Vous dites penser tous les jours à la mort. Vous pensez à votre propre mort. Et non, je pense à... je pense que je ne peux pas mourir, en fait. Je pense que je veux toujours être là en observatrice pour voir comment... ce qui va se passer après, quoi. Voilà. C'est ça qui me fait ce qui m'embête le plus dans le fait de mourir, c'est que de plus regarder, de dire mais non, mais c'est pas possible, qu'est-ce que vont devenir tous ces pauvres êtres humains, cette pauvre nature, cette pauvre planète, comment l'être humain, quand il aura été à sa perte, comment la nature va reprospérer là-dessus, comment au bout de combien de millions d'années quelle espèce va venir, va surgir de ce chaos, quoi. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Voilà. D'où l'intérêt d'une religion. L'âme perdure, l'âme éternelle. Vous aviez dit avoir des signes de votre père décédé. Ouais, mais j'en ai plus depuis. Alors, est-ce que ce serait comme les Tibétains où, avant de rentrer dans le bardo, il y aurait un moment entre les deux. Voilà. Vous êtes effectivement en quête. Vous recherchez à travers beaucoup de religions et de pensées différentes, de spiritualités différentes. Là, vous parlez du livre de la vie et de la mort. Ouais. Ouais. Votre livre de chevet ? Non, que j'ai lu il y a bien longtemps. Non. En fait, ce qui me dérange le plus dans la religion, c'est ce que les gens en font. Voilà. C'est toutes les violences et les soumissions et les dominations qui ont été faites. Voilà. Ça, c'est quand même pas possible, quoi. Ça, c'est quelque chose qui m'indigne quand même toujours beaucoup, quoi. Voilà, de voir tout ce conflit. Alors, si c'était pas la religion, certainement que ce serait autre chose, en fait. Et d'ailleurs, c'est autre chose. Parce que là, on parle pas de l'amour de Dieu ou de la paix universelle ou de la fraternité. On parle d'autre chose. Donc, tout le monde se sert de quelque chose, en fait, pour servir sa propre violence ou sa propre gentillesse, quoi. Vous voyez, on décide à un moment donné. Je pense qu'on est... Peut-être que, finalement, Dieu, c'est peut-être le libre arbitre. C'est peut-être ça. Le choix. Le choix de faire ça plutôt que ça. Le choix de foutre une bombe plutôt que de ne pas la mettre, quoi. Vous voyez, il y a comme un truc là-dedans qui est du domaine du choix, quoi. Ou alors, on est complètement con. Peut-être que c'est ça. Tout bêtement. Écoutez, je ne sais pas. Tout ça, c'est des mots comme ça qui se disent, des réflexions à brûle-pourpoint. Si c'est le libre arbitre et la nature et la pomme de pin, ça me va assez bien, en fait. C'est quelque chose qui me... Et un tout petit peu de matière supplémentaire... Voilà, ça me va assez bien. Mais dans ces cas-là, il y a forcément le libre arbitre, le choix qui est là. La pomme de pin ? La pomme de pin, c'est les maths, c'est la perfection des mathématiques. Un autre symbole. Ouais. Vous dissimulez des symboles dans vos propos, Gilles Caplan. Bon, allez, je reviens auprès de vous pour la conclusion. Revenons. Allez, revenons sur Terre. À tout de suite.
Voilà, Gilles, je suis de nouveau en face de vous pour la conclusion. Alors, cette expérience Métaphysique, dites-moi. métaphysique, on a fini loin. Ouais, c'est vrai que alors là, quand même, c'est une surprise d'avoir parlé de tout ça en si peu de temps, quoi. On sent bien que vous êtes quand même en recherche, en quête. Vous dévorez plein de... Enfin, on l'a vu, la littérature, mais aussi les différents volets de religion, de spiritualité différentes. Ouais, et encore, j'ai pas énormément creusé, hein, c'est pas ma spécialité, hein. Je pense que Et vous n'avez pas trouvé? Non, j'ai pas trouvé. Non, ce qui est intéressant, c'est de voir en fait comment chaque groupe de personnes a envie de poser des questions justement sur qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort, comment vient la vie et qu'est-ce qui se passe après la mort. En fait, c'est des questions très, très profondes, quoi, qui nous tenaillent toute une vie. Parmi les 4 mots proposés, est-ce qu'il y en a un qui vous a davantage touché? Peut-être le premier? Oui, je pense que c'est Paquita, ouais, bien sûr. Évidemment. Hommage à votre papa. Guitariste aussi, à ses heures. Très mauvais guitariste. Mauvais guitariste. Il nous cassait les oreilles quand même. C'était aucun sens du rythme, il sifflotait, c'est toujours le même rythme. Je disais, mais papa, c'est pas possible. Mais amoureux de la musique lui-même. Mais amoureux, ouais. Et de la littérature. Ouais, ma mère aussi. Hein. Ainsi J'ai beaucoup que parlé de votre mon père, mais ma mère aussi, énormément. Hein. Ma mère plus ouverte que mon père, quand même. Mon père très braqué sur Léo Ferré, Georges Brassens. Voilà. Bon, en tout cas, tout cela, on peut le découvrir dans votre premier livre, à tendance autobiographique, mais c'est un récit littéraire, un roman littéraire qui s'appelle donc Le Feu aux joues, signé Gilles Caplan aux éditions Robert Laffont. Et je vous engage également à écouter son dernier album, qui est vraiment des rythmes. Bon, on parlait de The Cure, mais il y a tout ce côté rock, pop qu'on aime, que vous pouvez retrouver Sur les cendres dansées. Joli titre fort. Voilà, donc pas mal d'actualités pour Gilles Caplan. On essaye de vous suivre. Sur les réseaux sociaux, on peut tout télécharger, en tout cas pour la musique, et puis votre livre dans toutes les bonnes librairies, bien évidemment. Gilles Caplan sur Instagram, vous saurez tout. Voilà, il y a tout. Merci beaucoup. Merci à vous, Marie. Gilles Caplan, merci à vous derrière vos écrans. Je vous souhaite une bonne semaine. Comme d'habitude, si vous avez raté l'émission, vous pouvez la regarder en replay sur le site de KTO. Vous le connaissez, ktotv.com. Bon week-end. Bonne semaine. Te recourbe et t'inquiète, c'est un long feu d'été. Tu voudrais tout éteindre, sur les cendres danser. Tu voudrais tout étreindre, quitte à mourir brûlé.